Bon, écoutez, je crois que je vais commencer, il est 14h29, et comme on est toujours un peu trop long, donc bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, la troisième leçon va vous parler de l'océan observé depuis l'espace. En fait, je vais balayer un certain nombre d'applications de l'observation spatiale pour l'étude de l'océan. Je ne peux pas parler de tout parce qu'il y a beaucoup de types de techniques qui permettent d'observer l'océan, mais j'ai choisi quelques exemples pour vous montrer à quoi les satellites servent au-dessus de l'océan. Alors, pour commencer, très brièvement, quelques généralités sur l'océan. Comme vous le savez, l'océan, c'est plus de 70% de la surface terrestre. Il contient 97% de la masse totale d'eau sur la Terre, y compris celle qui est piégée dans les calottes polaires, l'Antarctique et le Groenland. Sa profondeur moyenne, c'est 3800 mètres. Et comme c'est indiqué sur le petit schéma ici, l'océan stocke l'énergie, la chaleur en particulier, il la transporte, et c'est pas dans l'ordre, hein, c'est dans le désordre. Il échange avec l'atmosphère de l'énergie et de la chaleur et de la masse, et de l'énergie cinétique aussi, en particulier via l'évaporation, les précipitations et de la chaleur par conduction. Alors comme c'est indiqué là aussi, je pense qu'il est important de rappeler que la masse de l'océan, c'est 300 fois celle de l'atmosphère. La chaleur spécifique de l'eau, c'est 4 fois celle de l'air, ce qui confère à l'océan une très forte capacité de stocker la chaleur. À élévation de température égale, il a une capacité à stocker la chaleur 1200 fois plus grande que celle de l'atmosphère à cause de ce facteur 4 et 300. C'est donc le principal réservoir de chaleur du système climatique, et l'océan transporte, redistribue la chaleur sur des échelles de temps beaucoup plus longues que l'atmosphère, et c'est à cause de ça qu'il joue un rôle clé dans les variations du climat. Alors on verra tout à l'heure, cette chaleur elle est transportée via une circulation complexe qui dépend d'un certain nombre de paramètres. Et puis aujourd'hui je ne vais pas en parler, mais dans un prochain cours, dans peut-être le dernier cours, oui je pense dans le dernier cours, je parlerai du cycle du carbone lié aux activités humaines, et on verra que l'océan là de nouveau joue un rôle important puisqu'il absorbe à peu près un quart des émissions de carbone liées aux activités humaines. Donc je l'ai mentionné là, mais on y reviendra une autre fois. Alors cette grande inertie thermique, en fait, on la mesure, et cette figure vous montre ce qu'on appelle le contenu thermique de l'océan, tel qu'il est mesuré via les variations de température à l'intérieur de l'océan à différents niveaux. Depuis les années 50, la 1955, jusqu'à aujourd'hui, tous les petits points rouges, ce sont des points de mesure, et la courbe noire, c'est une courbe moyenne qui passe au milieu des points. Et ce qu'on voit très bien, c'est que depuis les années 70-80, ce contenu thermique a beaucoup augmenté. Alors ce contenu thermique, de manière simplifiée, on peut l'exprimer comme le produit de la masse de l'océan par la chaleur spécifique de l'eau, c'est ce produit-là qui est 1200 fois supérieur à celui de l'atmosphère, et la variation de température moyenne de l'océan. Alors l'océan s'est moins réchauffé que l'atmosphère depuis 50 ans. En moyenne, l'élévation de température n'est que de l'ordre de 4 centièmes de degré, comparé à l'atmosphère qui est plutôt proche de 1 degré, un petit peu moins de 1 degré. Mais à cause de ce facteur masse multiplié par chaleur spécifique de l'eau, eh bien, ça reste le plus grand réservoir de chaleur du système climatique. Et sur ce schéma, c'est illustré sur ce schéma qui vous montre combien de chaleur a emmagasiné l'océan en moyenne depuis 50 ans, comparé à la chaleur emmagasinée sur les continents, sur les terres émergées et dans l'atmosphère. On voit que puisque l'élévation de température est moindre dans l'océan que dans l'atmosphère, au lieu d'un facteur 1200, c'est un facteur 15, mais ça reste, comme c'est écrit, l'océan a absorbé
accumuler 90% de la chaleur liée aux activités humaines, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la chaleur anthropique dégagée dans le système climatique depuis quelques décennies. Alors, ça, ce sont des évolutions à relativement long terme sur les dernières décennies, mais l'océan présente aussi un certain nombre de variations qui sont liées à la variabilité interne du système climatique et en particulier du système couplé océan-atmosphère. Cette variabilité interne, elle se traduit par des grands modes de variation suivant les régions océaniques. Ça ne va pas être la même chose dans l'Atlantique que dans le Pacifique tropical ou dans l'océan Indien. Et cette variabilité interne du système climatique, du système couplé océan-atmosphère, elle résulte, elle s'explique par la nature chaotique du système, principalement l'atmosphère, et par la présence d'interactions, de processus non linéaires à l'intérieur de chacune des composantes, l'océan ou l'atmosphère, et les interactions entre ces composantes. Alors, elle s'exprime sur une vaste gamme de fréquences spatiales et temporelles, et je vais vous donner, j'espère que ça c'est pas grave, je vais vous montrer quelques exemples, parce que cette variabilité temporelle, à côté du réchauffement climatique dont je parlerai au prochain cours, eh bien, elle imprime, c'est elle qui, quand même, aujourd'hui, est largement responsable de la variabilité climatique qu'on observe dans les différentes régions du monde. Alors, le plus grand mode de variabilité interne, naturelle, interne, c'est le phénomène El Niño, qui est illustré ici sur cette figure, et qui affecte de manière récurrente, comme vous le savez, le Pacifique tropical, avec une récurrence de 3 à 7 ans ou 4 à 7 ans. Et donc ici, sur la figure de gauche, on a des conditions normales. En conditions normales, quand il n'y a pas de phénomène El Niño, les alizés qui poussent les eaux chaudes de la région tropicale de la région équatoriale du Pacifique vers l'ouest du Pacifique, et les interactions avec l'atmosphère font que c'est une région avec beaucoup de convection atmosphérique, des eaux très chaudes, qui créent une bosse de la surface de la mer, et beaucoup de pluie, etc. Et certaines années, à la période de Noël, eh bien, les alizés faiblissent et même la direction des vents se renverse, ce qui fait que le courant, la zone chaude ici est entraînée en un courant chaud qui traverse le Pacifique et qui va des fois jusqu'à buter sur les côtes de l'Amérique du Sud. Alors que ça, c'est un vrai exemple de phénomène couplé entre l'océan et l'atmosphère, puisqu'on peut aussi bien l'exprimer comme des variations de la température de surface de la mer, ou bien, comme c'est indiqué ici, par une différence de pression atmosphérique entre Darwin en Australie et Tahiti en Polynésie. Quand c'est rouge, ici, cette différence de pression qui est normalisée ici, quand c'est rouge, c'est-à-dire qu'on a affaire à une année El Niño, et quand c'est bleu, eh bien, soit pas de El Niño, soit la phase froide qui est le retour aux conditions normales de la température de surface de la mer. Alors, ce phénomène El Niño, il a des répercussions climatiques sur les régions concernées, c'est-à-dire des deux côtés du Pacifique, avec des sécheresses intenses en Australie et en Indonésie, des pluies, des précipitations intenses en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et même des répercussions climatiques mondiales. Bon, j'ai pas le temps d'en parler, mais l'ensemble de la planète est affecté via ce qu'on appelle les téléconnexions atmosphériques. Un autre exemple de mode de variabilité naturelle qui affecte surtout le climat de nos régions, c'est ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, qui est une fluctuation simultanée de la pression sur l'Islande et au-dessus des Açores. Alors quand cette différence de pression, donc on définit un indice, comme c'était le cas pour El Niño, qui est défini donc par la différence de pression entre les Açores et l'Islande. Quand cet indice est positif, eh bien, on a un très puissant anticyclone sur les Açores, des vents d'ouest très intenses, beaucoup de tempêtes en Europe du Nord, sur l'Atlantique Nord et la Méditerranée
des sécheresses en Méditerranée. Et puis quand l'indice est négatif, eh bien, on a le phénomène inverse. Alors il n'y a pas de périodicité vraiment marquée de ce phénomène, mais on voit que l'échelle de variation, c'est à peu près la décennie. Et donc, et ça affecte beaucoup le climat de nos régions. Alors, il y a aussi des modes de variation internes dans d'autres régions du monde. On verra tout à l'heure des exemples quand je parlerai de la température de surface de la mer. Dans le Pacifique, il y a une oscillation basse fréquence qu'on appelle l'oscillation pacifique décennale. Une autre oscillation basse fréquence qui affecte l'Atlantique Nord, l'oscillation atlantique multidécennale. Et puis sur l'Arctique, il y en a aussi, et sur l'océan Indien. C'est juste pour montrer que toutes les régions océaniques sont affectées par des modes de variabilité naturelle qui, aujourd'hui, dominent le climat de l'océan et des continents qui sont à la périphérie. Alors, je vais parler surtout d'observation aujourd'hui. Et comme vous l'imaginez bien, l'océan est observé depuis longtemps. Depuis plusieurs décennies, on mesure un certain nombre de paramètres de l'océan, comme la température à différents niveaux, la salinité de l'océan, les courants. Principalement, donc, jusqu'à l'avènement des satellites dont je vais parler juste après, à partir de bateaux, à partir de mouillages ou de bouées automatiques. Mais plus on monte dans le passé, moins la couverture de ces données est dense, évidemment. Voilà, et ça c'est illustré sur cette figure qui vous montre la couverture des mesures in situ de température de surface de la mer pendant des périodes successives de 20 ans. Alors je ne sais pas si vous pouvez trop lire parce que les chiffres sont assez pâles. Ici, par exemple, 1860, 1880, 1880, 1900, etc., jusqu'à 1960, 1980. Alors, ce qui est représenté ici, c'est le pourcentage de mois avec au moins une mesure dans un pavé de 2 degrés en latitude sur 2 degrés de longitude. Alors, on voit bien que c'est une évidence, plus on remonte dans le passé, moins il y a de mesures. Mais même pour la décennie 1960-1980, on voit que les mesures couvrent... Il y a une bonne couverture dans l'hémisphère nord, mais c'est beaucoup de trous dans l'hémisphère sud. Depuis 10 ans, a été développé un programme international qui s'appelle Argo, qui est une véritable révolution, parce qu'il permet de mesurer la température et la salinité de l'océan jusqu'à des profondeurs de 2000 mètres, avec une couverture globale de l'océan, par des bouées automatiques. Alors les petits points que vous voyez ici représentent la position des bouées. Là, c'est une carte tout à fait récente, le 5 avril 2013. On a à peu près plus de 3500 bouées qui couvrent l'ensemble du domaine océanique. Alors très brièvement comment ça marche, mais peut-être que Pierre, vous en parlerez après, non? Bon, je dis très brièvement comment ça marche. C'est un système automatique. Les bouées descendent assez rapidement jusqu'à une profondeur entre 1000 et 2000 mètres. Là, la bouée va dériver pendant plusieurs jours jusqu'à atteindre 2000 mètres. Et lorsqu'elle atteint 2000 mètres, eh bien, elle va remonter très vite vers la surface en quelques heures en mesurant à tous les niveaux la température et la salinité de l'océan. Quand elle arrive à la surface, elle envoie ses données à un satellite de collecte de données. Et puis, elle recommence son cycle qui dure à peu près une dizaine de jours. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que les satellites vont, comme on va le voir dans les exemples que je vais vous montrer, permettent de mesurer un certain nombre de paramètres de la surface de l'océan, mais ne voient pas à l'intérieur. Et on ne peut pas mesurer depuis l'espace la température et la salinité à l'intérieur de la colonne d'eau. Donc ce programme Argo est tout à fait révolutionnaire. Il existe depuis presque 10 ans maintenant et nous fournit des données, notamment sur le réchauffement de l'océan. Voilà, alors maintenant, on a vu des systèmes de mesure in situ qui sont irremplaçables, c'est le cas d'Argo par exemple, et ces systèmes de mesure in situ sont complétés par un certain nombre de mesures réalisées par les satellites depuis l'espace. Alors, on mesure typiquement tous les paramètres qui sont listés ici depuis l'espace à l'aide des satellites, donc la température de surface de la mer. Bon, je ne rentre pas dans le détail des techniques, il y a différents types de techniques pour mesurer ces paramètres.
la salinité de surface, la topographie de surface de l'océan, ça j'en ai déjà parlé, par l'altimétrie spatiale, j'en avais parlé durant le premier cours, pas pour les applications à l'océan, mais pour les applications à la mesure du champ de gravité en milieu océanique, ce qu'on appelle le géoïde. On mesure aussi les vents de surface, la hauteur des vagues, ce qu'on appelle la couleur de la mer, qui en fait mesure la concentration en chlorophylle, donc donne des informations sur le phytoplancton et donc sur les écosystèmes marins. Et on mesure aussi, par d'autres techniques dont je ne vais pas parler aujourd'hui, la masse de l'océan et la pression de fond. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples pour ces trois premiers paramètres, la température de surface de la mer, la salinité et la topographie de surface de l'océan, à partir de laquelle on peut déduire la circulation océanique, les marées océaniques, j'en parlerai pas, et le niveau de la mer dont je parlerai. Alors là, c'est juste un exemple de mesure pour une journée donnée de la température de surface de la mer. Bon, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est plus chaud, enfin, on s'en doute bien, dans les zones équatoriales et tropicales. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est l'océan le plus froid, la surface de l'océan est le plus froid. Bon, l'échelle ici est donnée en degrés Fahrenheit. Ça, c'est le 10 avril 2013. Et là, c'est la température de surface de la mer autour des côtes de France, le 12 avril, donc c'était vendredi dernier. Vous voyez que ce n'était pas très chaud, autour, notamment en Bretagne et en Normandie, autour de 7-8 degrés. Même en Méditerranée, ce n'est pas encore l'époque pour aller se baigner, mais ça va venir. Alors, pourquoi c'est important de connaître la température de surface de la mer? Eh bien, d'abord parce que les premiers mètres de l'océan contiennent autant de chaleur que toute l'atmosphère. C'est ce problème d'inertie thermique dont j'ai parlé au départ. Et les échanges de masse et d'énergie à l'interface air-mer dépendent principalement de la température de surface de la mer. Bon, ça dépend aussi d'autres paramètres, mais ça, c'est vraiment le paramètre le plus important. Donc là, pour simplifier, j'ai utilisé le sigle anglais température de surface de la mer, c'est-à-dire SST, Sea Surface Temperature. Donc cette température de surface joue un rôle clé dans la régulation du climat et sa variabilité, et sa connaissance est fondamentale pour les prévisions océaniques, en particulier les prévisions saisonnières et les prévisions interannuelles du climat qui commencent à être développées. Alors, cette température de surface de la mer, elle est dominée par justement les modes de variabilité interne dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'échelle globale, mais surtout dans le Pacifique, cette température de surface de la mer, le mode dominant des variations de la température de surface de la mer, c'est justement le phénomène El Niño, que des fois on appelle aussi ENSO, pour El Niño Southern Oscillation. Ce sigle-là traduit le couplage qui existe entre l'atmosphère et l'océan, puisque Southern Oscillation, c'est la différence de pression entre justement l'Australie et la Polynésie. Donc ça, c'est le mode dominant de la température de surface de la mer dans le Pacifique, où ici, on a la variation de température moyenne dans cette petite zone qui est montrée par le carré noir, ici, enfin le rectangle noir. Et donc quand c'est positif, eh bien, on a une situation de type El Niño, et quand c'est négatif, une situation soit de conditions normales, soit de type opposé à El Niño, c'est-à-dire la Niña, la phase froide, qui affecte le Pacifique tropical. Alors là, c'est une petite animation qui vous montre les variations de la température de surface de la mer dans la Pacifique Est, que vous reconnaissez les côtes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale ici, pendant le grand événement El Niño de 1997-1998, qui est à ce jour le plus grand qui existait sur la période historique. Depuis, il y a eu des phénomènes El Niño, mais pas aussi intenses que ce phénomène El Niño de 1997-1998, et qui a affecté énormément le Pacifique tropical, le Pacifique équatorial. Alors là, c'est juste pour vous montrer donc un exemple. Donc ça, c'est la petite animation qui montre les conditions pendant El Niño. Et là, c'est une carte qui vous montre l'anomalie de température de surface de la mer pendant le paroxysme du El Niño de 97-98, à la fin de l'année 97.
donc avec une température très chaude ici, et en fait, on en parlera tout à l'heure, une bosse, cette température chaude fait monter le niveau de la mer, et on a une bosse de plusieurs dizaines de centimètres qui affecte cette région. Et ça, c'est la Niña, le retour vers les conditions normales. Donc un refroidissement du Pacifique équatorial. La Niña, c'est un phénomène qui survient souvent après un Niño, mais pas toujours. Et ces dernières années, on a eu deux épisodes très intenses de phénomène La Niña, en 2007-2008 et en 2010-2011, sans qu'il y ait eu avant d'importants El Niño. Alors, le deuxième mode de variabilité de la température de surface de la mer, qui vient donc en suivant après El Niño, c'est ce qu'on appelle l'oscillation pacifique décennale. Ça affecte aussi le Pacifique, en particulier le Pacifique, les moyennes latitudes du Pacifique. Et l'indice qui correspond est exprimé par des variations de la température de la surface de la mer dans cette zone-là, ici. Alors, quand l'indice est positif, eh bien, le Pacifique tropical, équatorial, pardon, est plus chaud et cette zone du Pacifique nord-ouest est plus froide. On a une structure, comme vous voyez ici, en fer à cheval. Et souvent, et des oscillations, l'échelle de temps est ici, 1900-2010, on voit des oscillations basse fréquence, et on sait que cette oscillation naturelle est couplée à El Niño, et on l'interprète souvent comme l'oscillation basse fréquence du phénomène El Niño, qui lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une oscillation interannuelle qui se manifeste tous les quelques années. Donc ça, c'est aussi un indice important, puisqu'il imprime sa marque dans le climat de cette région du monde. Dans l'Atlantique, la température de surface de la mer est marquée par des oscillations, alors elles, encore plus basse fréquence, d'un autre mode de variabilité naturelle interne, qui s'appelle l'Atlantic Multidecadal Oscillation, qui est un basculement entre la partie tout à fait nord de l'Atlantique ici et l'Atlantique tropical, et qui aussi imprime, responsable du climat, des variations multidécennales du climat des deux côtés de l'Atlantique, en particulier en Europe. Alors, superposée à ces variations internes, cette variabilité interne, qui, comme vous l'avez vu déjà par ces quelques exemples, se manifeste sur des échelles de temps très différentes, eh bien, il y a le réchauffement à long terme, qu'on voit aussi dans la température de surface de la mer. Et encore une fois, là, je ne fais que l'évoquer, j'en parlerai la prochaine fois plus en détail. Ça, c'est la variation depuis 1880 ça doit aller jusqu'en 2010, de la température moyenne de la surface de l'air, donc au cours du XXe siècle. Et là, c'est la variation sur la même, ça commence un petit peu avant, 1840, de la température de la surface de la mer. On voit bien que la température de surface de la mer a suivi à peu près la même évolution, la même augmentation que la température de la surface de l'air. Alors maintenant, deuxième exemple, la salinité moyenne de l'océan. La salinité de l'océan, pas moyenne nécessairement, mais la salinité de l'océan. Alors c'est ainsi un paramètre qu'on mesure depuis quelques années grâce aux satellites. Alors là, c'est une carte qui représente la salinité moyenne sur plusieurs décennies probablement, telle que mesurée à partir de bateaux, donc pendant la période historique, et puis par des bouées. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est plus salé. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est moins salé. Bon, l'Atlantique est plus salé que le Pacifique et que l'océan Indien, à part des zones particulières comme ici et ici. Donc ça, c'est en moyenne. En bas, on a juste voulu illustrer le fait que grâce aux satellites, en quelques jours de mesure, on a déjà une image globale de cette salinité de surface, comme des autres paramètres d'ailleurs. Et ça, voilà, ici, c'est la couverture des mesures réalisées pendant 100 ans, au cours du XXe siècle. Donc, voilà, l'intérêt d'avoir effectivement cette observation globale avec des temps de visite courts. Et ça illustre le fait qu'on a aujourd'hui 2 missions en orbite qui mesurent cette température de surface de la mer. Une mission de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, lancée en 2009, qui s'appelle SMOS. SMOS, ça veut dire Soil Moisture Ocean Salinity. C'est-à-dire sur l'océan, ça mesure la salinité de surface de la mer.
Sur les continents, ça mesure, SMOS mesure l'humidité des sols. Et ça, j'en parlerai quand je parlerai du cycle de l'eau dans l'avant-dernier cours. Et voilà, voilà un exemple de carte réalisée par le satellite SMOS, de cartographie réalisée par le satellite SMOS pour le mois d'août 2010. Et ça, c'est par le satellite américain Aquarius, lancé par la NASA, entre le 25 août et le 11 septembre 2011. C'est juste pour illustrer le fait qu'en quelques jours, eh bien, on a une cartographie globale, mais ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer les évolutions, justement, grâce à ces cycles de revisite courts et surtout qui s'étalent sur des longues périodes de temps. Alors, pourquoi c'est important de connaître la salinité de surface de la mer ? D'abord parce que la salinité a un impact sur la densité de l'eau et donc ça influe sur la dynamique de l'océan et le transport de la chaleur par la circulation océanique. Et puis surtout, peut-être, enfin c'est aussi important, la salinité de surface, elle est directement liée aux échanges d'eau entre l'océan et l'atmosphère. La distribution géographique de la salinité de surface est très corrélée, directement corrélée aux cartes du bilan d'eau, c'est-à-dire qu'on appelle E-P, E c'est l'évaporation, P c'est la précipitation, donc c'est le bilan d'eau atmosphérique au-dessus de l'océan. Et c'est donc un indicateur des variations du cycle de l'eau. Et en particulier, c'est un bon indicateur de l'intensification du cycle de l'eau. Les modèles de climat prédisent déjà depuis un certain temps que dans un climat plus chaud, à cause du fait qu'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, sur une terre plus chaude, enfin dans un climat plus chaud, eh bien, prédisent une intensification du cycle de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intensification du cycle de l'eau ? Ça veut justement dire que le bilan, au moins sur l'océan, évaporation moins précipitation, soit augmente de façon linéaire, soit diminue. Donc des tendances de ce bilan d'eau. Alors jusqu'à présent, on ne peut pas mesurer cette intensification du cycle de l'eau, enfin vérifier si ça existe ou si ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de mesure de l'évaporation, il n'y a pas de mesure directe de l'évaporation au-dessus des océans à partir des satellites. De manière indirecte, on a des estimations, mais qui sont très incertaines. Et les mesures de précipitation au-dessus de l'océan, à partir des satellites, sont aussi encore assez incertaines. En revanche, et ça c'est un exemple d'une publication très récente, on peut utiliser la salinité de surface de la mer pour confirmer ou infirmer si le cycle de l'eau s'intensifie, comme c'est prédit dans le contexte du réchauffement climatique. Et ça a été le cas. Donc ici, cette carte vous montre des tendances, c'est une carte de tendance de la salinité de surface entre, bon, je crois que c'est écrit, entre 1950 et 2000, donc sur cette période de 50 ans. Et quand c'est rouge, ça veut dire que la salinité a augmenté linéairement, et quand c'est bleu, elle a diminué linéairement. Et ça, comme ces structures sont directement corrélées à la distribution de évaporation et précipitation sur l'océan, eh bien, si la salinité augmente, c'est que l'évaporation augmente, éventuellement la précipitation diminue, et si la salinité diminue, eh bien, c'est que la précipitation augmente. L'évaporation diminue. Et donc ce résultat qui a été publié récemment, c'est la première évidence qu'on a d'une intensification du cycle de l'eau qui est interprétée par les auteurs et par la communauté climatologique mondiale comme une évidence, l'empreinte anthropique de cette intensification du cycle de l'eau. Alors maintenant, j'aborde le troisième volet des 3 exemples que je voulais vous montrer aujourd'hui de l'observation de l'océan depuis l'espace, c'est l'altimétrie spatiale. Alors, on en a déjà parlé, mais peut-être aujourd'hui, il y a des auditeurs qui n'étaient pas là au premier cours. Donc, je vais très brièvement vous rappeler quel est le principe de la mesure. L'altimétrie spatiale, ici, on a une animation qui vous montre comment ça fonctionne. Le satellite embarque un radar altimètre
qui, à intervalles réguliers sur son orbite, envoie un signal radar, un signal radioélectrique vers la surface, au nadir, qui se réfléchit à la surface de la mer et revient au satellite. Et en mesurant le temps aller-retour du trajet du signal, on a l'altitude du satellite au-dessus de la surface de la mer. En parallèle, par des techniques d'orbitographie qui sont aujourd'hui bien maîtrisées, on mesure l'altitude du satellite par rapport à une référence fixe, typiquement un ellipsoïde de référence qui coïncide avec la forme moyenne de la Terre, et par différence, par différence entre cette quantité et la mesure altimétrique, on a la hauteur de la mer par rapport à une référence fixe. Le satellite couvre le domaine océanique en quelques jours. Alors ça dépend de l'orbite. Pour un certain nombre de satellites dont je vais parler après, la période est de 10 jours, c'est ce qu'on appelle le cycle orbital, mais il y a d'autres satellites qui sont placés sur des orbites différentes et qui ont une période de revisite de 35 jours. Mais dans tous les cas, on a un quadrillage global de l'ensemble du domaine océanique pendant soit 10 jours, soit un mois. Alors, je crois que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais cette mesure altimétrique, il faut lui réaliser un certain nombre de corrections, notamment des corrections qui sont liées à la propagation de l'onde dans l'atmosphère, dans l'ionosphère d'abord et dans la troposphère, la présence d'électrons dans l'ionosphère et puis de vapeur d'eau dans la troposphère crée un allongement du signal, donc il faut corriger de ces phénomènes, il faut corriger aussi de l'état de la mer, de tout un tas de paramètres. C'est pas compliqué, en principe, c'est pas compliqué à faire, mais si on veut obtenir une mesure très précise de la hauteur de la mer pour étudier la dynamique de l'océan, eh bien, c'est un travail extrêmement méticuleux qu'il est important de faire le plus précisément possible. Alors, outre la hauteur, le signal radar, qui est rétrodiffusé par la surface de la mer et qui est donc reçu au satellite, a une forme qui est schématisée ici. L'énergie de l'éco-radar a une forme en marge d'escalier. Et ça renseigne sur d'autres paramètres de l'océan. En particulier, la pente de ce qu'on appelle la forme d'onde, c'est-à-dire l'évolution de la puissance de l'écho reçu au satellite, eh bien, la pente de cette forme d'onde permet de mesurer la hauteur des vagues. Bon, j'en parle pas davantage, mais c'est juste pour indiquer que ce n'est pas seulement la topographie, on peut avoir accès à d'autres paramètres, la hauteur des vagues et la vitesse du vent en surface. Alors, là, je rappelle, mais comme je l'avais dit l'autre fois, que l'altimétrie spatiale a été développée depuis longtemps déjà, depuis le milieu des années 70, avec un tout premier satellite qui n'est pas montré ici, qui s'appelle GEOS 3, puis CISAT, GEOSAT, ça c'est des satellites américains, 2 satellites européens, et puis une série de satellites TOPEX, Jason 1, Jason 2, qui sont des satellites développés en coopération entre la France et la NASA. Et Envisat, c'est un satellite européen. Et là, très récemment, a été lancé un satellite franco-indien qui s'appelle Saralaltika, le 25 février 2013. Donc c'est une technique qui existe déjà depuis longtemps, mais les premières missions n'avaient pas la précision requise pour mesurer la dynamique de l'océan, dont le signal est typiquement de quelques décimètres, à voire 1 mètre ou 2. Comme c'est illustré sur cette figure, ici on a les différentes sources d'erreurs qui affectent la mesure de hauteur de mer pour les différentes missions. Et on voit que pour les premières missions, la méconnaissance de l'orbite, qui pouvait atteindre 1 mètre pour le satellite GEOS 3 lancé en 1975, et même jusqu'à plus de 50 cm pour le satellite CISAT lancé en 1978, eh bien, empêchait totalement l'utilisation de ces satellites-là pour l'étude de la dynamique de l'océan. Ce n'est qu'avec le lancement du satellite TOPEX Poséidon en 1992 et ses successeurs, Jason 1, Jason 2, il y aura peut-être un Jason 3 à l'horizon 2015, je ne sais pas, enfin, j'espère du moins, et Saralaltika qui a été lancé aussi en 2013, plus un satellite européen, le satellite européen Envisat, eh bien,
ce n'est que depuis 20 ans maintenant qu'on peut utiliser ces satellites pour mesurer la dynamique de l'océan, parce que la précision de mesure d'une mesure individuelle de la hauteur de mer est descendue au niveau de 1 à 2 cm. Alors les applications, elles sont listées ici, c'est la mesure de la circulation océanique, les marées océaniques, je ne vais pas en parler, l'étude justement de cette variabilité interne qui affecte non seulement la température de surface de la mer, mais aussi le niveau de la mer, ainsi que les autres modes de variabilité interne. Le niveau de la mer, je vais en parler. Et puis aujourd'hui, on a développé l'océanographie opérationnelle, c'est-à-dire qu'on prévoit comme en météorologie l'état de l'océan avec une ou 2 semaines à l'avance, et ce sera l'objet de l'exposé qui suivra, de la conférence qui sera donnée par Pierre Bahurel. Alors, une des premières applications de la mission Topex-Poséidon lancée en 1992, ça a été d'étudier la circulation océanique. Alors cette circulation, elle était jusque-là très mal connue, en tout cas pas dans sa globalité et dans toute sa complexité. Il est important de la connaître bien sûr pour la navigation, mais aussi parce que, comme on l'a vu au début, c'est la circulation qui transporte la chaleur dans l'océan à la fois horizontalement et verticalement vers l'océan profond. Alors bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais cette circulation, elle dépend de plusieurs forces, la gravité, le frottement du vent, les gradients de pression qui sont dus aux variations de température de salinité dans la colonne d'eau, la force de Coriolis qui va dévier la direction des courants. Localement, le frottement du vent à la surface crée un courant superficiel, mais à l'échelle à grande échelle, on va dire, et ça je ne veux pas en parler non plus, à grande échelle, la circulation océanique résulte essentiellement d'un état d'équilibre entre le gradient horizontal de la pression qui s'exerce sur une parcelle d'eau et la force de Coriolis due à la rotation de la Terre. Cet équilibre, c'est ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique. Et on peut avoir accès au courant parce que, à cause du fait que à la fois les variations de densité à l'intérieur de la colonne d'eau et le vent les accumulations d'eau poussées par le vent, eh bien, vont créer une topographie de l'océan qu'on appelle la topographie dynamique, qui va se superposer au géoïde, dont on a parlé il y a 15 jours, ou peut-être un peu plus longtemps, je ne sais plus, au premier cours, qui a une amplitude de l'ordre entre 1 et 2 mètres, comme c'est indiqué ici sur cette échelle, et qu'on peut donc mesurer par altimétrie spatiale, et qui est telle que la vitesse du courant est proportionnelle à la pente de la surface. Donc si on mesure la topographie, on a la pente et on a le courant. Et ici, on a schématisé sur cette figure les grands courants océaniques, les grands gyres océaniques qui vont tourner autour des accumulations d'eau. Alors, de manière très, très schématique, ce qu'on peut dire, c'est que comme le vent joue à grande échelle joue aussi un rôle extrêmement important. La circulation océanique, c'est l'image de la circulation atmosphérique à cause du couplage entre l'océan et l'atmosphère. Et comme c'est marqué ici, la topographie dynamique de la surface de la mer est pour l'océan l'équivalent de la pression atmosphérique. De même qu'on déduit le vent du champ de pression dans l'atmosphère, on peut déduire les courants de la topographie de la surface, cette topographie dynamique qui représente, on peut dire, le champ de pression océanique. Et ici, vous pouvez remarquer, on a 2 cartes. Une carte qui représente de façon très schématique les grands systèmes de courants de surface dans l'Atlantique, et ici, le champ de vent. Et on peut remarquer la grande corrélation qui existe entre les deux. Alors, ça, c'est la circulation de surface. Il y a aussi une circulation plus profonde qui résulte... qui est schématisée sur cette figure, la circulation profonde est représentée ici par cette boucle bleue, dont le moteur, c'est la plongée des eaux froides et salées, en général en hiver, dans des zones bien précises de la planète, et en particulier dans l'hémisphère nord, dans l'Atlantique Nord.
qui va donc créer cette circulation profonde, qui va se propager à travers tous les océans, avec des boucles de surface qui reviennent là et qui représentent la circulation de surface dont on a parlé jusqu'à présent, juste auparavant. La durée du trajet d'une masse d'eau, d'une particule d'eau à travers tous les océans est de l'ordre du millier d'années. C'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Alors, grâce à l'altimétrie, on a découvert aussi que l'océan est turbulent, tout comme l'atmosphère, l'océan est turbulent. Et ça, on ne le savait pas vraiment jusque-là. Et en fait, les courants sont constitués de tourbillons, comme c'est schématisé ici dans la région du Gulf Stream. Vous reconnaissez les côtes de l'Amérique du Nord. De tourbillons qui naissent et meurent. La durée de vie typique, c'est de l'ordre de 1 mois à quelques mois. La taille typique, c'est de l'ordre de la centaine de kilomètres. Et cette circulation turbulente, elle n'existe pas que sur les grands courants, elle existe un peu partout dans l'océan. Mais je pense que Pierre Beverel va en parler. Juste là, c'était pour remontrer cette animation que j'ai montrée tout à l'heure, où on voit bien, c'est le Gulf Stream de nouveau, on voit bien ces tourbillons qui se font et se défont au fil du temps. Bon, alors ça c'était le deuxième exemple, c'était un premier exemple de l'application de l'altimétrie qui était liée à la mesure, l'observation de la circulation océanique. Une autre application de l'altimétrie a été la description complète d'un événement, d'un épisode El Niño, et en particulier de cet événement de 97-98, 1997-1998, que j'ai évoqué tout à l'heure. Jusque-là, on pense, enfin, je ne sais pas, il y a des experts ici, alors j'espère que je ne dis pas trop des bêtises, mais j'ai lu que avant la mission Topex-Poséidon, on pensait que El Niño était confiné dans la partie, lors d'un épisode El Niño, la zone d'eau chaude et la bosse de la topographie de surface de la mer étaient confinées dans la partie est du bassin, et avec Topex, on a pu suivre le déroulement complet de l'événement depuis sa naissance jusqu'à son déclin. Et là, juste cette petite animation vous montre... alors, c'est un peu peut-être compliqué. Ah, c'est très rapide. Ici, on a l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, et l'animation qui était censée durer plus longtemps montrait les déplacements de la surface de la mer, puisque quand on a une zone plus chaude, la mer est plus haute. Donc, si la zone chaude se déplace latéralement le long de l'équateur, eh bien, la bosse va aussi se déplacer, et c'est précisément ce que mesure l'altimétrie, l'altimètre de Topex-Poséidon. Là, c'est un autre exemple, avec l'altimètre d'un successeur de Topex, Jason 2. Ici, c'est un petit événement El Niño qui a eu lieu en 2009 et 2010. Alors ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, Pierre va en parler, non? Comme El Niño a des conséquences climatiques très importantes et économiques, partout sur la planète, mais surtout à l'ouest du bassin et à l'est du bassin, eh bien, il est important d'essayer de prévoir cet événement pour s'y préparer, s'adapter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui commencent à le faire avec plus ou moins de succès, on va dire plutôt plus de succès que moins, en combinant à la fois la modélisation, puisque grâce aux mesures altimétriques, on a pu mieux comprendre, les océanographes ont pu mieux comprendre les mécanismes en jeu, ces interactions entre l'océan et l'atmosphère lors d'un événement El Niño. Donc grâce à la modélisation d'une part et à l'observation à la fois de la hauteur de la mer et de la température de surface de la mer, eh bien l'objectif, et ça commence à se faire, est de prévoir ce type d'événement quelques mois à l'avance. Voilà, alors maintenant dans la dernière partie de ce troisième cours, je vais vous parler d'une autre application de l'altimétrie qui est la mesure du niveau de la mer. La mesure des variations du niveau de la mer qui résultent du réchauffement climatique. Alors, ici, je vous remontre la couverture de l'océan
réalisé pendant un cycle de 10 jours par un altimètre comme Topex, Poséidon ou Jason 1 ou Jason 2. Et le long de ce quadrillage, c'est-à-dire chaque trait blanc, c'est ce qu'on appelle la trace du satellite, c'est la projection de l'orbite à la surface de la Terre, des orbites successives plutôt à la surface de la Terre. Le long de ces traces-là, on a des points de mesure tous les quelques kilomètres. Et en moyennant tous ces points de mesure de hauteur de mer sur un cycle orbital, mettons là 10 jours, on obtient une estimation du niveau moyen global de la mer, et c'est un des petits points bleus que vous voyez ici. Puis, d'un cycle à l'autre, le satellite va de nouveau cartographier l'ensemble du domaine océanique. On peut construire une courbe comme celle qui est montrée ici, qui représente l'évolution du niveau moyen global de la mer au cours du temps. Donc là, ça commence en 92 avec les mesures de Topex-Poséidon. Ici, ce sont les mesures du successeur Jason 1 et puis pour les années récentes Jason 2. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce niveau de la mer n'a fait que monter de façon quasi linéaire, à part des petits épisodes positifs, enfin des anomalies positives, lors justement du grand événement El Niño de 97-98 et des baisses temporaires lors des deux grandes La Niña qui sont survenues en 2007-2008 et en 2010-2011. Si on calcule la pente de cette quasi-droite, on a la vitesse d'élévation du niveau moyen global de la mer et on trouve une valeur de 3,2 mm par an avec une incertitude de 0,4. Bon, je n'ai pas trop le temps de discuter les erreurs, mais faut faire confiance aux gens qui analysent les données et les interprètent. C'est un niveau d'erreur qui est assez réaliste. Sur cette période, eh bien, le niveau moyen global de la mer, en moyenne sur l'ensemble du domaine océanique, a monté de 6 cm, ce qui est quand même pas rien. Alors, si je vais quand même un petit peu parler des erreurs, ce niveau d'erreur de 0,4 mm par an, ce niveau d'incertitude sur la mesure de la hausse, il est dû à plusieurs postes d'erreur. Bon, l'orbite toujours qui crée une petite erreur. Le plus grand poste d'erreur, c'est la correction de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Elle est réalisée à partir c'est-à-dire qu'on mesure le contenu en vapeur d'eau dans l'atmosphère à l'aide d'un radiomètre qui est à bord du même satellite que l'altimètre. Et le problème, c'est que ces instruments dérivent et ça crée une erreur sur la hausse du niveau des mers. Puis il y a d'autres sources d'erreurs. Il y a un autre problème qu'il est très important de prendre en compte quand on utilise des missions successives, puisque la durée de vie des missions est limitée. Sur les derniers 20 ans, comme je l'ai dit déjà, on a eu les mesures du satellite Topex-Poséidon, puis de Jason 1. Ah, c'est une erreur, ici c'est Jason 1, puis Jason 2. Le problème est que chaque instrument altimétrique, chaque radar, a son erreur systématique, a des biais, une erreur systématique qui lui est propre. Et il est très important, lorsqu'on détermine le niveau moyen global de la mer, de corriger des erreurs systématiques entre les missions, c'est-à-dire de recaler les missions les unes par rapport aux autres. On voit que si on ne le fait pas, eh bien, ce saut-là, ce biais entre Topex et Jason 1, eh bien, pourrait être interprété malencontreusement comme une hausse du niveau de la mer, alors que c'est juste un biais instrumental. Donc il est très important d'avoir des missions en recouvrement pour pouvoir justement estimer ces biais et les corriger pour obtenir la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, une question qu'on peut se poser, aujourd'hui je ne vais pas parler des causes, les causes je les aborderai la prochaine fois puisqu'elles sont quand même directement liées au réchauffement climatique, donc je ne parle pas des causes aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais illustrer cette mesure du niveau de la mer par quelques questions. La première, c'est est-ce qu'on observe une accélération de la hausse du niveau des mers par rapport aux dernières décennies? Alors, la réponse, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire oui. Pour les dernières décennies, avant l'altimétrie, avant Topex-Poséidon, on peut estimer le niveau de la mer grâce aux marégraphes, on en a parlé la dernière fois, qui ont été développés pour étudier les marées océaniques et d'autres applications.
Sur le XXe siècle, leur distribution n'est pas très très bonne. Elles sont majoritairement situées dans l'hémisphère nord, avec juste quelques sites dans l'hémisphère sud. Mais on peut quand même estimer la variation du niveau, du niveau moyen, je ne vais pas l'appeler global parce que ce n'est pas vraiment global, mais du niveau moyen de la mer, sur des sites jugés stables, c'est-à-dire pas sujets à des mouvements de la croûte, etc. Et on obtient la courbe rouge que vous voyez ici, qui montre que depuis le début du XXe siècle, la mer a monté. Et la courbe bleue ici, c'est la courbe altimétrique que je montrais juste auparavant, enfin basée sur l'altimétrie satellitaire. Alors, ça c'est la même courbe, simplement pas animée. Sur le siècle, le niveau moyen global a monté d'à peu près 10 cm. Si on regarde sur des périodes successives de l'ordre de la vingtaine d'années, on voit que la pente n'a fait qu'augmenter. Et c'est pour ça que la réponse à ma question, c'est oui, probablement, sur les derniers 20 ans, on observe une accélération de la hausse du niveau des mers. On voit que ça tend, enfin, c'est une courbe qui n'est pas exactement linéaire et qui semble, je ne veux pas dire exponentielle, mais le phénomène semble s'accélérer. La deuxième question, c'est est-ce que cette hausse du niveau des mers du XXe siècle et des derniers 20 ans est anormale par rapport au niveau de la mer, aux variations au niveau de la mer des derniers siècles millénaires et des derniers 10 000 ans? Alors la réponse, on va voir, c'est oui et non. Des derniers 20 000 ans, je voulais dire. Ça, c'est une figure qui vous montre l'évolution du niveau moyen de la mer depuis 2000 ans. Alors là, c'est basé sur des mesures indirectes, des indicateurs. Là, en particulier, cette courbe est basée sur des biomarqueurs qui sont des témoins d'anciennes lignes de rivage. Alors, ce n'est pas du tout global, c'est dans quelques régions de la planète, mais néanmoins, on peut construire une courbe, la courbe bleue que vous voyez ici, qui représente l'évolution du niveau, alors je ne sais même pas si on peut l'appeler moyen, mais du niveau de la mer depuis 2000 ans. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'à part des remontées un petit peu plus rapides, là, pendant l'optimum médiéval, et puis une baisse un petit peu marquée pendant le petit âge glaciaire, on voit que depuis 2000 ans, jusqu'au début de l'ère industrielle, la vitesse d'élévation n'a jamais dépassé 0,5 mm par an. Et ça, c'est à comparer aux 3 mm par an qu'on observe aujourd'hui. Et puis là, c'est l'envolée des derniers 200 ans liée avec le début de l'ère industrielle. Donc la réponse à la question pour les derniers 2000 ans, oui, la hausse qu'on observe aujourd'hui est anormale par rapport aux deux derniers millénaires. En revanche, si on compare à ce qui s'est passé depuis la dernière glaciation, j'en ai parlé la dernière fois des glaciations, vous vous souvenez, je ne sais plus si j'avais montré cette figure. Cette figure vous montre la variation du niveau de la mer depuis 20 000 ans, depuis le dernier maximum glaciaire. Bon, il y a 20 000 ans, on avait une grande calotte de glace sur la Scandinavie et sur le nord de l'Amérique. Et puis, la glace a fondu. La mer est remontée puisque la glace emprisonnée dans la calotte, évidemment, avait été prise à l'océan. Donc, quand la calotte a fondu, le niveau de la mer est remonté. Et cette courbe-là donc, représente cette élévation du niveau de la mer, qui a monté de 130 ans depuis 20 000 ans. Alors, la hausse moyenne au cours de la déglaciation a été, on l'estime, à peu près 12 mm par an, c'est-à-dire 4 fois plus que la hausse qu'on observe aujourd'hui. Et pendant cette remontée, de moins 20 000 ans à moins 10 000 ans, eh bien, il y a eu des épisodes où la hausse du niveau de la mer, par exemple il y a moins 14 000 ans, a atteint les 40 mm par an. Des épisodes très limités dans le temps, pendant 300 ans, la remontée du niveau de la mer a atteint 40 mm par an. Donc on voit que autant ce qu'on observe aujourd'hui est anormal par rapport aux derniers millénaires, par rapport à ce qui s'est passé pendant la déglaciation, eh bien c'est pas encore très, très important, et ce qui veut dire que le système climatique peut nous réserver des surprises, c'est-à-dire qu'il a la capacité à
a donné lieu à des élévations au niveau de la mer bien plus importantes que celles qu'on observe aujourd'hui. Alors je vais bientôt terminer, un autre résultat important une autre découverte, on va dire, de l'altimétrie spatiale, c'est que la mer ne monte pas uniforme. On s'en doutait un tout petit peu à l'aide des mesures marégraphiques, puisqu'en comparant, par exemple, la hausse du niveau des mers à New York et à, je sais pas, mettons Buenos Aires, sur le XXe siècle, eh bien, on voyait que la vitesse d'élévation, la hausse, n'était pas la même. Enfin, elle était plus importante à New York qu'à Buenos Aires. Mais on ne pouvait pas savoir si c'était un phénomène vraiment global. Or, l'altimétrie nous a montré que oui, la mer ne monte pas de manière uniforme. On va le voir plutôt sur l'animation qui suit. Ici, cette cartographie vous montre la composante linéaire de la vitesse d'élévation, de vitesse de variation du niveau de la mer sur tous les océans, donc calculée en tout point de l'océan, pendant la période altimétrique, entre 1993 et 2012. Et on voit que dans certaines régions du monde, enfin de l'océan, en particulier dans le Pacifique tropical ouest, la mer a monté 3 à 4 fois plus rapidement, plus vite que la moyenne globale. Au lieu de 3 mm par an, ça approchait les 14 mm par an. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors, je ne vous dis pas suspense, je vous dirai la prochaine fois à quoi c'est dû, et je vous dirai si la distribution régionale qu'on observe aujourd'hui, eh bien, elle va perdurer ou si dans le futur, ce sont les mêmes régions de la planète qui risquent d'être affectées de cette variabilité régionale ou pas. Et cette variabilité régionale elle est extrêmement importante parce qu'elle se superpose à la moyenne globale et in fine, comme pour le futur et même déjà aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est de combien la mer monte localement. Il est absolument important de prendre en compte cette variabilité régionale, de la mesurer d'une part, de l'expliquer d'autre part et de la modéliser pour le futur. Voilà, donc la prochaine fois j'aborderai les causes. Dans un instant, vous allez tout savoir sur l'océanographie opérationnelle grâce à la conférence de Pierre Bayrel. Je vais présenter Pierre dans un instant. Mais avant de terminer, ah oui, non, attendez, c'est pas dans ce fichier. Je voudrais quand même, il me reste 3 minutes, je voudrais juste aborder la question des variations du champ de gravité, les variations d'un certain nombre notamment de l'aplatissement de la Terre, parce que ça fait 2 cours de suite où je vous promets que je vais en parler et puis j'ai pas le temps. Alors aujourd'hui, tant pis pour vous Pierre, je vais quand même passer 3 minutes pour vous montrer à quoi sont dues ces variations du géoïde terrestre à grande échelle, et notamment parce que ça a un lien avec ce dont j'ai parlé aujourd'hui, puisque à l'échelle interannuelle, la variabilité du champ de gravité de la Terre est due au phénomène El Niño. Alors, donc là, ah oui, il faudrait peut-être que je me mette en mode diaporama, voilà. Donc celle-là, je passe, hein, c'est le géoïde permanent. J'avais évoqué au premier cours que grâce aux mesures de télémétrie laser, on observe que la Terre qui est aplatie à cause de sa rotation, depuis quelques décennies, semble devenir de moins en moins aplatie, comme c'est schématisé ici. Et ici, alors on va regarder plutôt cette figure-là. La courbe rouge que vous voyez ici représente, depuis 1975, l'évolution, la diminution de l'aplatissement de la Terre, tel que mesuré par la télémétrie laser sur des satellites de géodésie. Alors, au début, jusqu'aux années 95, on voyait une décroissance quasiment linéaire, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, cette décroissance quasi linéaire, on l'attribue au phénomène de rebond post-glaciaire dont j'ai abondamment parlé la dernière fois, qui est lié donc à la relaxation visqueuse du manteau terrestre suite à la fonte des grandes calottes de glace qui, comme je l'ai évoqué à l'instant, recouvrait l'Amérique du Nord et la Scandinavie. Mais si on retire cette tendance linéaire, oui, voilà,
Bon, ça. Si on retire cette tendance linéaire, eh bien, l'aplatissement de la Terre présente aussi des oscillations interannuelles. Alors l'aplatissement de la Terre observé, c'est en rouge, ici c'est la courbe rouge. Vous voyez des oscillations à l'échelle de temps interannuelle. Il y a des oscillations saisonnières aussi, mais là elles ont été retirées. Et vous voyez notamment une anomalie positive assez marquée au moment du El Niño de 97-98. Et si on calcule les redistributions de masse d'eau entre les continents et l'océan au moment du phénomène El Niño, parce que ce phénomène El Niño modifie considérablement le cycle de l'eau. Ça, j'en parlerai aussi dans le futur, dans un prochain cours, lorsque je parlerai des eaux continentales. Et si on calcule les redistributions de masse dans le système climatique, en particulier les échanges d'eau entre les bassins continentaux, les bassins hydrographiques continentaux et l'océan, c'est la courbe noire, et on voit qu'il y a une bonne corrélation entre l'observation et la modélisation. Ce phénomène El Niño, il a aussi une influence non seulement sur l'aplatissement, c'est plutôt des déplacements nord-sud, mais il y a aussi une grande influence, comme on va le voir, sur l'ellipticité de l'équateur. Vous vous souvenez, l'équateur terrestre, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Et voilà à quoi ressemble la variation au cours du temps, toujours pareil, c'est sur 20 ans, là, 92-2012, de l'ellipticité de l'équateur. On voit notamment qu'en 97-98, au moment de toujours ce grand événement El Niño, eh bien, il y a eu une anomalie très positive de l'ellipticité de l'équateur. Et en noir, la courbe noire, c'est pareil, les redistributions de masse d'eau entre les continents et l'océan au moment du El Niño. Alors c'est très marqué parce qu'en fait, l'influence de El Niño sur le cycle de l'eau, c'est un échange d'eau entre le long de l'équateur, on va dire, dans les tropiques, entre les bassins hydrographiques et les océans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment du El Niño, il pleut plus sur l'océan, dans les tropiques. Il pleut moins sur l'océan, sur les continents. Excusez-moi, il est temps que je m'arrête, je suis fatiguée. Il pleut moins sur les continents et en particulier, par exemple, dans le bassin amazonien, il y a vraiment un déficit d'eau au moment d'un El Niño, alors qu'il y a un excès de précipitation sur le Pacifique tropical. Et ça se traduit de façon très marquée, comme vous pouvez le voir ici, sur les variations de l'ellipticité de l'équateur. Donc c'est intéressant, je pense que c'est intéressant d'illustrer le fait que il y a vraiment des liens entre la Terre solide, le champ de gravité et les fluctuations qui affectent le système climatique, qu'elles soient liées à la variabilité naturelle, comme c'est le cas ici, interne, ou éventuellement liées aux activités humaines. Voilà, alors moi je m'arrête. Je cède la place à Pierre, mais je veux d'abord le présenter. Donc pendant qu'il s'installe,